Le focus du jour nous emmène en Libye. Sous l'impulsion italienne, l'Europe est prête à intervenir militairement pour éviter le chaos là-bas. Une intervention pour soutenir un pouvoir fragile, un pouvoir incarné par le tout nouveau Premier ministre Fayez al-Sarraj. Il a 56 ans et vous allez découvrir les incroyables conditions dans lesquelles il a pris ses fonctions à la tête du gouvernement libyen d'union nationale. C'est un reportage de Marc de Chalvron et Yann Moine, les envoyés spéciaux de France 2 à Tripoli. Voilà l'image que les Libyens ont tous vue. Il y a un mois, le Premier ministre libyen d'union nationale de retour d'un exil forcé, Fayez al-Sarraj, l'homme qui doit mettre fin à 4 années de chaos en Libye. Je remercie ces Libyens qui m'ont aidé à revenir. Ce sont des patriotes. Il faut qu'ils nous aident à reconstruire le pays. Et pourtant, loin de recevoir un accueil triomphal, Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays en catimini. L'espace aérien fermé, la route trop dangereuse. C'est par la mer qu'il a fait son retour. La discrétion autour de l'opération a été totale. Et nous avons réussi, grâce à Dieu. C'est à bord de cette modeste vedette des gardes-côtes que Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays. On le voit sur ses photos pendant la traversée, le 31 mars dernier. 10 heures de voyage de Sfax en Tunisie à la base navale de Tripoli. Voici les cabines dans lesquelles se trouvait le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. On est bien loin du décor réservé habituellement à un chef de gouvernement. Et pourtant... Cette mission était historique pour tout l'équipage du bateau. Nous étions tellement fiers de rendre ce service à notre pays, de ramener les membres du gouvernement. Revenir en Libye, une première étape. Pour y rester, Fayez al-Sarraj a réussi à obtenir le soutien de la principale milice de Tripoli. Il fallait installer ce gouvernement dans un lieu sécurisé, à 100%. Nous avons choisi le siège de la marine libyenne à Tripoli. La milice Nawassi, en charge notamment de la sécurité de la base navale, protégée par des hommes en armes, en permanence le doigt sur la gâchette. Fayez al-Sarraj vit ici reclus depuis un mois, dans un véritable bunker. C'est ici également qu'il reçoit ses interlocuteurs venus du monde entier. Ici, les ministres des Affaires étrangères, français et allemands, Fayez al-Sarraj, ou l'espoir de la communauté internationale. Mais pendant ce temps-là, les Libyens continuent de vivre dans l'incertitude. À quelques kilomètres de la base navale, dans cette caserne militaire déserte, l'ancien Premier ministre, Khalifa El-Rouel, refuse de céder le pouvoir. Soyez le bienvenu. Posez cette question à l'Union européenne. Vous cherchez des partenaires libyens ou un partenaire étranger qui vous convient? Si vous cherchez des Libyens, alors nous sommes le gouvernement légitime. L'ancien gouvernement refuse de céder le pouvoir. Il y a donc une situation surréaliste avec souvent deux administrations qui coexistent. Exemple ici, au ministère de l'Information. Jamal Zoubia est à la tête du département de la presse étrangère. Il ne reconnaît pas le nouveau gouvernement, mais travaille toujours. Voilà le bureau pour les archives. C'est lui notamment qui délivre les cartes de presse, indispensables pour travailler. Au nom de l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement m'a envoyé des messages, mais je leur ai dit « Mais qui êtes-vous » Ils m'ont dit « Tu pars d'ici », mais je leur ai répondu qu'ils n'avaient aucune autorité. Qui dirige vraiment la Libye? Les files d'attente s'allongent devant les banques, à court de liquidités. Les Libyens, eux-mêmes, n'essayent même plus de comprendre. Nous ne parlons pas de politique, nous ne comprenons plus rien. Nous avons soutenu tous les gouvernements. Maintenant, il faut que le gouvernement nous soutienne, ça suffit. Combien de temps faudra-t-il au nouveau gouvernement pour asseoir son pouvoir? Personne ne peut vraiment garantir qu'il y arrivera un jour. Et pour aller plus loin, j'accueille Roumiana Ougarczynska. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur de Pour la peau de Kadhafi aux éditions Fayard. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit, l'arrivée du nouveau Premier ministre Fayez al-Sarraj se fait dans des conditions vraiment particulières. Est-ce qu'il va avoir les mains libres pour gouverner? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire concrètement?
Les mains libres, cela risque d'être compliqué dans la mesure où ce gouvernement a une véritable carence de légitimité. Carence de légitimité d'abord puisque pour respecter les accords de Skhirat qui ont été passés en fin d'année dernière avec beaucoup de difficultés, mais qui ont été approuvés par les deux parties rivales, on va dire, de la Libye, le Parlement élu et reconnu à Tobrouk et le gouvernement non reconnu de Tripoli. Pour cela, il faudrait qu'il y ait un vote du Parlement et ce vote du Parlement n'a pas encore eu lieu. Il y a donc cette carence de légitimité et une autre de taille, c'est le fait que ce gouvernement, pour le moment, ne peut compter que sur l'appui des milices, de certaines milices de Tripoli, qui sont justement celles qui ont refusé le résultat des scrutins il y a 2 ans et ont pris Tripoli par les armes. Certaines de ces milices sont islamistes. Alors justement, vous mentionnez ces milices et surtout, ce qui est important, c'est que dans le sud du pays, il y a le groupe État islamique qui est très présent, il faut le combattre. Pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de bras armés pour ce nouveau pouvoir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Comment il va pouvoir s'organiser pour lutter contre cette menace? Pour lutter contre cette menace, il va falloir forcément en passer par un accord avec le Parlement qui, lui, a choisi d'élire un commandement, un chef des armées qui est le général Khalifa Haftar. Le Parlement l'a désigné l'année dernière comme chef des armées. Ce général a réussi à constituer une armée, à la renforcer. Il a réussi par des actions militaires, à nettoyer Derna, qui était le premier fief de l'État islamique, où l'État islamique avait déclaré son califat il y a près de 2 ans de cela. Il a réussi également à chasser divers groupes radicaux comme Ansar al-Sharia de Benghazi. Je vous rappelle que ce groupe s'est illustré par la participation à l'assassinat de l'ambassadeur américain en 2012 à Benghazi. Donc ces victoires, il vient de les remporter et afin de ne pas laisser aux combattants le temps de encore une fois, de rejoindre Sirte, qui est vraiment le noyau de l'État islamique où ils se sont installés. C'est le fief de Daesh en Libye, afin de ne pas les laisser rejoindre Sirte et se renforcer. En ce moment, l'armée libyenne est en train de marcher sur Sirte, rejointe par d'autres unités venant du sud et de l'ouest. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu ubuesque où le nouveau gouvernement d'union demande à l'armée de stopper cette offensive tant qu'il n'y a pas de commandement unifié. Mais unifié avec qui? On se pose la question. Ouais, ça ne fait que repousser un peu les questions qu'il faudra se poser. Finalement, on en vient à se dire que depuis la chute de Kadhafi, la situation de la Libye est catastrophique. Est-ce que finalement les Libyens n'étaient pas mieux avec Mouammar Kadhafi? Beaucoup de Libyens sont tentés évidemment par cette espèce de nostalgie. Hein, sûr, évidemment, mais... il y a ce genre de voix, mais surtout il faut se dire que les Libyens vivent un chaos indescriptible et insupportable depuis 5 ans. Et quand on parlait de légitimité, c'est aussi cette légitimité-là que doivent gagner les gouvernants, qu'ils soient à l'est, à l'ouest, nouveaux, soutenus par la communauté internationale ou non, car les Libyens ne croient plus au processus démocratique. Les Libyens ne croient plus à ces gouvernants. Ils croient encore moins à des gouvernants qui sont soutenus par une communauté internationale qui les ont laissés dans le chaos et qui ont laissé ces groupes radicaux s'installer dans le pays depuis 5 ans. Cette légitimité-là, il faut aller la chercher auprès des Libyens eux-mêmes. Et c'est là le véritable enjeu et pour le nouveau gouvernement et pour la communauté internationale. Il n'y aura pas d'autre moyen d'éradiquer Daesh. Par les armes, cela sera temporaire. C'est les Libyens qui seront les premiers en ligne à pouvoir vraiment éradiquer cette menace de leur pays. On a l'impression que la Libye est aussi victime de sa situation géographique. Elle est aux portes de l'Europe pour la partie nord. Dans le sud, elle est riche en pétrole. Ce sont des sources de revenus puisque les migrants payent leur passage très fort, très cher auprès des mafias. Dans le sud, évidemment, il y a le pétrole, l'or noir qu'on exploite. Est-ce que tout ça, ça ne joue pas contre elle ?
Bien entendu, cela joue contre elle. Et ce qui est le plus important, c'est cette manne de l'or noir de la Libye sur lequel tous les groupes islamistes, donc que ce soit Hakim venant du sud, que ce soit Daesh qui donc a pris position sur les côtes et qui a déjà fait des incursions sur les puits pétroliers en essayant d'en prendre le contrôle. Mais c'est également l'enjeu, on va dire, de tous ces hommes politiques qui se précipitent assez rapidement pour essayer de prendre le pouvoir. Et c'est l'enjeu. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se préoccupe bien plus de savoir quel est le sort de ce cargo affrété par Tobrouk pour être vendu sur le marché que de savoir est-ce qu'il y a des arrivages d'armement en entorse de l'embargo de l'ONU sur les armes. L'embargo sur le pétrole aujourd'hui est quasiment plus discuté par la communauté internationale que l'embargo sur les armes. Or, le vrai danger est là et le pétrole reviendra à celui qui sera le plus fort. Merci beaucoup Roumiana Ogarczynska. Je rappelle que vous êtes donc journaliste d'investigation et auteur de Pour la peau de Kadhafi.